Cet épisode de Pause Report vous est présenté par Arken, le spécialiste mondial de l'accastillage. Que vous soyez plaisancier ou régatier, vous connaissez forcément le nom d'Arken. Depuis plus de 50 ans, l'entreprise américaine équipe en poulies, chariots, winch, systèmes hydrauliques et accastillage, bateaux de croisière et voiliers de compétition naviguant sur les plus prestigieuses épreuves de la Coupe de l'Amérique à The Ocean Race, en passant par le Vendée Globe ou les Jeux Olympiques. Installé en France depuis 1986, Arken n'a jamais cessé d'innover pour répondre aux attentes de ses clients, lançant régulièrement de nouveaux produits. C'est le cas de sa récente gamme de poulies Zircon, conçue avec des billes en céramique pour un minimum de frottement et davantage de résistance, ainsi que des poulies Blackmagic qui équipent les grands bateaux de régate et les voiliers de croisière performants. Autant de produits que vous pouvez retrouver en ligne sur arken.fr. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 167e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 4 juin, il est exactement 11h et nous allons parler aujourd'hui de New York Vendée, la transat en solitaire à laquelle participent en ce moment 28 skippers IMOCA. Nous allons également parler d'Ultime, de relais de la flamme olympique et de circuit Figaro-Beneteau avec nos 2 invités du jour concernés de près ou de loin par tous ces sujets. Le premier a remporté en novembre dernier la transat Jacques Vabre en ultime aux côtés d'Armel de Cléache. Il s'apprête vendredi à embarquer la flamme olympique sur ce même trimaran pour la convoyer entre Brest et la Martinique, puis la Guadeloupe. Il s'agit bien évidemment de Sébastien Josse qui est chez lui du côté de Clohars-Carnouët. Salut Jojo. Salut, bonjour à tous. Le second est quant à lui, je crois, également chez lui, peut-être du côté de l'île de Ré. Il va nous confirmer ça. Il aurait dû participer à la Transat Jacques Vabre en IMOCA aux côtés de Charlie Dalin en novembre dernier, mais Charlie a dû finalement renoncer pour problème médical. Il a navigué en début de saison en Figaro avec Gaston Morvan, prenant récemment la 5e place du trophée Banque Populaire Grand Ouest. Il retrouvera à partir de cet été l'ultime SVR Lazartigue avec dans le viseur en fin d'année le trophée Jules Verne. Il s'appelle bien évidemment Pascal Bidégoris. Salut Pascal. Bonjour messieurs, salut Jojo. Eh bien messieurs, on va commencer sur tour d'actualité avec la New York Vendée, que j'imagine vous suivez de près. Je rappelle que la course, dont c'est la 2e édition, est la dernière qualificative pour le Vendée Globe 2024. 28 solitaires se sont élancés mercredi dernier de New York à destination des Sables d'Olonne. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que après bientôt 6 jours de course, la flotte est particulièrement étalée entre un leader, Charlie Dalin, qui est aujourd'hui sur la route directe, loin devant ses poursuivants, un Boris Herrmann parti en solo dans une option radicale au nord pour faire le tour d'un anticyclone, un groupe de 14 bateaux très au sud qui va sans doute passer sous les Açores, parmi lesquels on trouve un certain nombre de favoris, dont Jérémy Bayou, Johan Richomme, Thomas Ruyant ou Sam Goodchild, et enfin un groupe de 13 sur une route médiane composée notamment des bateaux à dérive, mais également de Nicolas Loenven, qui n'a plus de bout dehors déjà endommagé sur The Transat CIC. Qui va avoir raison? Eh bien, on va justement en discuter avec nos 2 invités du jour, qui sont sûrement bien plus calés que moi pour vous donner des réponses. Alors, on va peut-être demander à qui va se dévouer entre Jojo et Pascal pour nous raconter un peu comment on est arrivé à cette situation sur l'eau aujourd'hui. Allez, qui se dévoue, qui se lance? Vas-y Pascal, t'as ton poulain en tête. La situation, elle était un peu particulière, quoi, puisqu'ils avaient une dépression assez stable en position à traverser. Et là, on est confronté à une situation un peu particulière
où il y a deux bateaux qui ont pu traverser ce front, donc ils se retrouvent dans un système qui a rien à voir avec les petits collègues de derrière, qui ont toujours pas traversé le truc et qui se battent au portant ou qui se battent pour essayer d'avancer au mieux avec ce qu'ils ont. Et puis voilà, donc ça fait des situations qui sont vraiment différentes en termes de météorologie à gérer. Que ça soit pour Charlie Dalin, que ça soit pour Malicia, que ça soit pour le groupe du Sud avec Jérém. Et puis il faut pas oublier les petits collègues du milieu. Je pense à Devenir et des bateaux comme ça qui ont leur mot à dire aussi. Ouais, c'est vraiment une situation météo pas commune à cette époque de l'année sur l'Atlantique. On avait déjà eu une transat CIC qui était pas très commune parce qu'avec peu de près par rapport aux éditions précédentes. On est dans un système, dans des systèmes un peu perturbés en ce moment, Pascal. Bon, en ce moment, la météo, c'est un peu particulier. Hein. Je sais pas à quoi c'est lié, hein, si c'est lié au réchauffement climatique ou je sais pas quoi, mais c'est vrai que souvent, on a tendance quand même à avoir des trucs un peu spé. Un hiver qui n'en finit pas sur nos côtes, des températures fraîches, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis je vois bien le truc, c'est que quand ça va changer du tout au tout, et on va se retrouver du jour au lendemain avec une grosse canicule. Et puis voilà, donc ça fait des situations un peu particulières sur ce transat. En tout cas, c'est sûr que ce centre dépressionnaire qui était assez stationnaire sur la course, a amené une situation météorologique, à mon avis, qui était pas tellement attendue, quoi. Hein. Je pense que tout le monde était parti pour faire une transatlantique nord avec des vents plutôt fort, plutôt près de l'ortho, avec des vents portants et puis là on se retrouve dans une situation qui est pas du tout la même, avec du pré pour les bateaux de tête, avec quelqu'un qui veut faire le tour dans l'anticyclone, qui va faire une route a priori très très nord s'il veut continuer dans son option, et puis des gens qui subissent un peu la situation un peu derrière et qui sont obligés de remettre à mon avis leur schéma de course. C'était pas du tout le même il y a 2-3 jours, quoi. Donc voilà, quelque chose d'un peu particulier, mais enfin il faut bien s'adapter. Hein. Ils ont pas le choix. Ouais, c'est le but de leur métier. Seb, quel est un peu ton regard, toi, sur la situation générale? Bah oui, la situation générale, c'est qu'on s'attend pas à avoir un anticyclone, à contourner un anticyclone pour aller en Europe quand on fait l'Atlantique Nord. Donc, enfin, en tout cas, quand on fait une transat retour, on a plus dans l'idée à cette saison d'être poussé par les dépressions, mais c'est pas le cas. Et bah, c'est vrai il faut s'adapter. C'est pas commun. Il faut se remettre en question et voilà. Et bon, on voit que Charlie, il fait ça quand il y a pas de doute, bah, il reste, quand il a des doutes, il reste sur la route directe, sur l'ortho, pour pas prendre de risques. Tant que les modèles sont pas d'accord, c'est comme si on jetait une pièce en l'air. Et enfin, l'option de Malaysia, elle est belle, mais elle est très risquée. C'est faire le tour par la bulle, par le nord, c'est plus long, c'est dans moins de vent, donc voilà. Et puis après, bah, c'est vrai que derrière, ils subissent, hein, ils sont en paquet, ils sont plus dans les mêmes systèmes météo. Donc va jouer un petit peu moins la gagne par derrière, mais bon, c'est sympa, voilà, c'est sympa à suivre. Au moins, c'est pas redondant. On se dit que il y a encore du piment à chaque fois qu'il y a une course, grâce ou à cause du changement climatique. Ouais. Pascal le disait, Charlie et Boris sont les deux seuls qui ont réussi à sortir de ce fameux front dépressionnaire. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour en sortir avant les autres? Il fallait ils ont mis un un coup d'accélérateur par rapport aux autres. Ils ont mieux navigué. Quel est ton regard, Seb, là-dessus? Ah bah, il y a pas de fumée sans feu. S'ils sont là, c'est bah déjà c'est la maîtrise de leur bateau. On voit que c'est pas un coup de poker. C'est quand même Charlie Dalin et Boris qui sont là, et c'est des grands marins, ils connaissent leur bateau par cœur. Je pense ils ont bien progressé aussi les 2 dernières années en termes de préparation sur les foils, de réglage pointu. Je pense que Pascal il est pour quelque chose, et donc voilà, ça se joue dans ces situations-là. On l'a déjà vu sur les solitaires du Figaro, c'est les petits milles d'avance qui se transforment en centaines de milles par la suite, et ça
c'est pas le fait du hasard, c'est vraiment un travail à la fois de performance et de performeurs sur le bateau, et à la fois une grosse préparation des équipes en amont. Et voilà, on voit que ces deux bateaux, c'est des projets qui arrivent à maturité et ils sont là clairement pour la gagne. Il y en a d'autres derrière, hein, mais ils n'ont pas eu la chance de passer ce créneau météo parce que peut-être les bateaux ils sont un peu plus typés pour du vent fort, alors que là le début de course c'est fait dans des transitions avec des conditions un peu faibles. Ouais, ouais. Pascal, j'imagine que t'es pas étonné de voir Charlie en tête de cette transat. On a l'impression qu'il est particulièrement fort dans ces conditions quand il faut trouver, quand il faut passer dans les transitions, trouver tu vois, faire des réglages fins. Quelle est un peu ton analyse? Bon, déjà, moi, je voudrais saluer, c'est la performance de Malicia, Ouais, parce que ça fait deux transats qu'il est aux avant-postes. Il a fait une transat CIC vraiment top, quoi. Je pense qu'il a même fait douter peut-être Johan sur la fin de la course, donc c'est quand même à saluer, quoi. C'est un bateau qui a une nouvelle paire de foils cette année, comme le bateau de Samantha Davis d'ailleurs. Et on a pu voir sur les entraînements là cet hiver que c'est des bateaux qui sont vraiment performants, quoi. Et donc ça c'est bien, quoi. Charlie, moi je trouvais qu'il a dans le contournement de Stalveg là. Sa position un petit peu plus nord que la flotte, à mon sens, était peut-être un peu plus adapté. Après, ça reste un bateau qui a un gros point fort, à mon sens, dans la flotte, c'est que c'est un bateau dans toutes les phases de transition, dans tous les trucs. Il y a un coup de mou, il faut relancer, il faut mettre de J0, faut naviguer bas de range de J2, des trucs comme ça. C'est un bateau qui est, à mon sens, un petit peu de ce qu'on a pu voir, vraiment bon, quoi. C'est son gros point fort. Là, il a pu s'en servir et c'est sûr qu'aujourd'hui, la situation pour lui, elle est royale, quoi. En plus derrière, il a du prêt à faire. C'est un bateau qui, dans ces conditions-là, devant médium, parce que de toute façon, il y aura pas tempête jusqu'à l'arrivée. Hein. Ça reste des conditions d'une quinzaine, vingtaine de nœuds maximum, voire peut-être un petit peu moins par moment. Pour se recentrer plus proche de l'anticyclone pour avoir la bascule derrière un peu plus nord là qui vont avoir pour finir. Donc c'est des conditions de façon où le bateau est vraiment performant. Donc ceci explique cela, quoi. Et puis je pense il a vraiment bien navigué, quoi. Donc il y a pas eu d'erreur avec le petit peu de réussite. Qui fait que à un moment donné, je pense qu'ils étaient pas loin de se faire croquer aussi par un moment donné ce Talveg qui s'est redécalé dans l'est et qui a recroqué toute la flotte à partir du troisième, ouais, quoi. ouais, bien sûr. Voilà, je pense que la casse du bout de dehors De Nico. Nicolas Lundven. de Nico l'a pas aidé parce que je pense qu'il il Il était était dans dans une le bon position paquet, où ouais. Mm. il était dans une position, à mon avis, où il avait vraiment la possibilité de passer lui aussi. Et voilà, mais bon, c'est bout de dehors, hein, il faudrait quand même que je comprends pas, c'est Ouais, bizarre. ça fait deux fois quand même, exactement. Ouais, moi j'ai pas mal navigué sur ce bateau-là, donc j'avoue que je comprends pas trop. Je pense que c'est lié au fait que le bout de dehors ait déjà été cassé, est-ce que ça a été réparé comme il faut, a priori peut-être pas, parce qu'il n'y a pas de raison que ça casse. Hein. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Sébastien, Pascal soulignait la très bonne course, le très bon début de course de Boris Herrmann, qui avait été donc deuxième de The Transat CIC dans des conditions à la fin de portant dans du vent fort qui était a priori très favorable à son bateau. Là, ce qui peut paraître surprenant, c'est que dans des conditions un peu plus médiums comme celles qu'ils ont rencontrées depuis le départ de New York, il était là aussi aux avant-postes. Ouais, mais c'est vrai qu'on l'avait vu aux entraînements aussi dans des conditions médium auprès où je crois il surprend tout le monde parce qu'on a cette image d'un bateau typé pour le sud avec un cockpit très protégé et voilà un bateau un peu coffre-fort et ce qui était peut-être le cas au début, en tout cas c'était le cahier des charges du bateau et c'est ça qu'il faut saluer, c'est leur manière d'avoir enfin cette paire de nouveaux foils.
elle est venue combler le déficit que certainement ce bateau avait les années précédentes. Et donc en début de saison, on l'a vu étonnamment. Enfin, tout le monde a été surpris de le voir avancer aussi vite au près. C'est et puis bon bah Boris, c'est vrai, il est discret, mais il est quand même toujours dans les bons coups. Et on l'a vu sur la Transat CIC, il était dans les 5 premiers. Et puis quand il faut accélérer ou essayer de se rapprocher des premiers, il a cette faculté-là. On l'a vu sur le Vendée Globe aussi, il est toujours dans le bon paquet. Voilà, il est discret, mais souvent présent. Et quand il y a un petit coup à faire sur la fin, il est présent. Ouais. Et là, il change aussi sa manière de naviguer, c'est qu'il fait une option radicale. Alors que d'habitude, il est plutôt dans les paquets, dans le paquet, et c'est voilà, il essaye et jusqu'à maintenant, ça lui va bien. Bon, parlons justement de cette option. Toi, tu serais en mer, tu aurais été en mer à leur place, tu aurais tenté cette route nord. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les éventuels avantages et forcément inconvénients de cette route? Alors, si j'avais été en mer avec des conditions aussi peu stables, je me serais peut-être pas permis de m'écarter autant de la route directe. Après, la stratégie, elle est complètement compréhensible. Il veut rester dans du vent. Devant, il sait faire le tour de l'anticyclone, donc où on rallonge la route, on reste au portant et on fait le tour de cette bulle par le nord, ou on fait comme Charlie, on l'attaque par le sud, sur une route un peu plus courte, même carrément plus courte à la fin normalement. Donc voilà, mais à un moment ça se tentait quand les modèles ils sont pas raccords, et là, s'il suffit que l'anticyclone il descende un petit peu plus sud plutôt que de monter, il y a des voies qui peuvent s'ouvrir. Mais voilà, c'est une route osée. Après, on va voir à la fin comment ça se passe, mais pour l'instant c'est voilà, c'est à saluer parce que là ce matin il était à plus de 90 voire 100 degrés de la route direct. Bon bah on sait qu'on va pas dans le bon sens quand c'est comme ça, donc il faut que ça paye après quoi. Et sur ce que tu vois devant, sur les jours à venir, est-ce qu'elle a une chance de payer ou ses chances s'amenuisent? Comment tu vois la suite? Ouais, bah j'ai juste routé hier soir. Aujourd'hui Charlie il a clairement pris un ticket pour l'avantage, pour la victoire. Donc je pense que ça va être difficile pour Boris de redescendre et d'écraser, parce qu'il a encore du chemin à faire pour faire le tour de la bulle. Donc je pense que aujourd'hui, voilà, il y a un avantage Charlie Dalin certain. Pascal, tu confirmes? Bah écoute, tu vois là j'ai routé là un peu tous les bateaux là ce matin. Hein. Moi, je suis un peu comme Jojo quoi. Je t'avoue que quand il a traversé Talweg, j'étais pas loin de penser que c'était peut-être le bateau qui était le mieux placé quoi. Et en plus, pour l'avoir vu naviguer, même avec du vent, dans une quinzaine de nœuds, je pense qu'il était pas loin de pouvoir matcher en perf massif, même si c'est un gros point fort de massif. Il faut quand même reconnaître que cet hiver là, avec la deuxième génération de foil là sur massif, je pense qu'on a passé un gros step, et le peu qu'on a pu voir. Que ça soit dans du médium ou même dans du vent un peu fort, cet hiver, on a quand même été surpris par la capacité du bateau à aller vraiment vite au près, quoi. C'était un truc de dingue, quoi. Mais c'est vrai que Donne des chiffres. mais, Aujourd'hui, les bateaux au ouais, près, ils vont à entre 16 et 18 nœuds. ouais. Non, mais c'est sûr que les bateaux, dès que tu tires sur la barre de quelques degrés, t'as vraiment la capacité d'aller à 18, 19, 20 nœuds, enfin des trucs de dingue, quoi. Un peu, ça fait penser un peu à l'ultime aussi au près, quand tu te retrouves au près à Ça commence 30 à 32. voler, ça commence à même être Ouais. confortable au près quand la mer est pas trop formée. Bah, je pense qu'aujourd'hui les bateaux où ils sont le plus viables, c'est au près. Ouais, ouais, curieusement. C'est le monde à l'envers. Au reaching des gars de la mer, bah, c'est de la survie totale, et au portant, c'est quand même hyper instable en trim de Ouais, bateau, ouais. quoi. Donc ça fait des bateaux qui accélèrent à fond la caisse, qui plantent, qui truquent, les bateaux sont durs à vivre au portant, quoi.
Et, voilà. Moi, je trouve que quand on fait du prêt aujourd'hui, ben, on est content, quoi. C'est le monde à l'envers. Un petit mot sur le groupe de sudistes. Tu disais tout à l'heure, Pascal, qui subissait finalement un petit peu la météo. Est-ce que tu les vois quand même avoir une chance au moins d'aller jouer le podium? Comment tu vois la situation pour eux? Ou est-ce que la route va se refermer? Comment tu vois les prochains jours pour ce groupe de sudistes? Bon, la situation, elle est un peu compliquée parce que là, aujourd'hui, dans la position où ils sont, et sud comme ils sont, je pense qu'ils ne peuvent que subir ce qui se passe devant eux, quoi. Et à un moment donné, de toute façon, là, on voit que ça va être difficile pour eux de passer dans le nord des Açores. Je pense que s'ils avaient eu la possibilité de se mettre dans un régime de prêt, un peu comme l'a fait Charlie Dalin plus tôt, et de prendre cette option un peu milieu de piste, ils s'en seraient pas privés, quoi. Ouais, reste qu'avec le vent qu'ils avaient derrière cet Alveg, ben, ils ont pas eu vraiment d'autres opportunités, quoi. Ou en tout cas, c'était compliqué d'envisager de faire quelque chose de différent. Je sais pas. Et c'est vrai qu'il y a 2-3 jours, je sais pas si j'aurais pas mis un peu plus de bâbord à mur quand c'était possible au portant. Mais bon, je dis ça derrière mon ordinateur à la maison. Après, on n'est pas sur l'eau, on sait pas trop ce qui se passe, on voit pas tout. Mais là, la solution pour eux, oui, ils vont pouvoir traverser Stalveg, ils vont se retrouver dans du vent de nord-ouest, nord, nord-est pour finir. Et ça va être du près, quoi, jusqu'à l'arrivée. C'est du Donc, loup, c'est même plus que du prêt, c'est du loup voyage. Donc eux, ah, oui, c'est du en voyage, quoi. termes Ah, ouais. d'options, le bâbord, il rapproche pas, il va dans la molle. Et le tribord, il nous amène au Cap Finistère, mais on est face au vent. C'est vrai que cette route-là, ils subissent. Il y aura le troisième, il est dans le paquet, hein, clairement. Ça va être une belle bataille pour être troisième. Par contre, faut suivre ce paquet-là, mais c'est vrai que en termes de maintenant de stratégie, les dés sont jetés et c'est pas le paquet du Sud qui visera la victoire, quoi. Et quid du paquet du milieu? On rappelle dans ce paquet du milieu, il y a Nicolas Lundven qui n'a peu de bouts dehors, mais au prêt, alors, du coup, s'ils ont beaucoup de prêts, il s'en servira pas. On a quasiment les bateaux à dérive, notamment un bon début de course de l'anglais James Areida qui joue lui sa sélection sur le Vendée Globe sur cette course. Comment vous voyez ce groupe du centre, qu'on va appeler comme ça? Est-ce qu'il peut arriver devant ce groupe du Sud? On va continuer avec toi, Sébastien. C'est pas bien, j'ai pas fait mes devoirs Bon, jusqu'au bout. alors on va demander à Pascal. Il a routé ce matin. Bah écoute, moi je trouve intéressant leur position. Parce que ils ont encore un peu le choix. Est-ce que tu pars vers un truc à la Malicia? Est-ce que tu essaies de contourner cet axe de dorsale un peu par son sud, et puis dès que tu passes dans l'est du centre de cet anticyclone, refaire des petits contrebords dans le nord pour choper la bascule à gauche, de façon à se retrouver au pré bâbord à mur en ligne Sur un quasiment seul bord. directe vers les sables. Bon, je pense que Nicolas Lundven, comme il a pas de bout dehors, à mon avis, je pense que c'est ce qu'il va Bien faire. sûr, ouais. Je vois des bateaux comme Violette d'Orange aussi, un bateau à dérive qui marche très bien au pré. Ça peut être quelque chose d'intéressant aussi. Bon, là, quand tu fais des routages ce matin, là, et que avec ces bateaux-là, et que tu mets des limites de rien, etc., je trouve qu'ils leur font faire une route encore un peu très, très nord, à mon goût. Mais tout ça, il y a un truc qui est sûr, par contre, c'est que quand on voit les ETA des bateaux aujourd'hui, que ça soit Malicia, que ça soit le groupe Charal et compagnie, ou Devenir, là, Violette d'Orange, un peu au milieu, bah à l'arrivée aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'écart, Ouais, quoi. ouais. En temps, il n'y a pas grand-chose. Donc même qui va faire deuxième, Ouais, ouais. Ouais, bien, bien malin je, celui qui. je pense que Malicia, il s'est quand même mis dans une situation aujourd'hui où changer sa stratégie, ça va être Ouais. compliqué. Et donc il a plus trop le choix que de faire à fond ce qu'il veut faire. Et comme disait Jojo tout à l'heure, il va investir dans le Nord, mais Il coûte cher, cela.
Ouais, voilà. Très cher. Les routages, ils font aller dans le nord de l'Irlande, quoi. Donc, Ouais, ça fait un sacré détour, ouais. et Hmm. ouais, ça fait un sacré détour, quoi. Et quand tu fais des heures et des journées aujourd'hui et que ta vitesse de rapprochement au but, c'est un nœud ou zéro, voire des fois du négatif, bah ça va être compliqué, quoi. Voilà. Donc en tout cas, ce qui va être intéressant à suivre sur la fin de la course, c'est de voir en fait des bateaux sont ont beaucoup d'écart entre le nord et le sud. Hein. Aujourd'hui, là, si je regarde là sur la carto, entre Malicia et Charal, il y a 1000 milles. Ouais, c'est énorme. Donc c'est des bateaux qui en est-ouest, ils sont quasiment au même endroit, quoi. Et il y a 1000 milles d'écart latéral et ils sont à 1500 milles de l'arrivée. Aux 1600 milles de l'arrivée. Donc je pense que tout est un peu ouvert, avec des bateaux qui vont faire du portant comme Malicia, et d'autres qui vont faire du pré, comme le groupe du Sud, et puis un paquet du milieu qui a encore le choix de faire ce qu'il veut, quoi, ou du portant, ou du pré, ou à mon avis avec une stratégie qui peut s'affiner dans les jours à venir, en sachant que de toute façon, cet anticyclone et cet axe de dorsale, bah, il va encore bouger et va permettre sûrement des opportunités, soit de passer dans son nord, soit de passer dans son sud, en fonction de comment ça va évoluer, quoi. Ouais, donc bon, ça va être en tout cas passionnant. Tu parlais d'ETA tout à l'heure. C'est sur les ETA. T'étais c'est quoi, des débuts de semaine prochaine? Bon, je sais pas. Là, les ETA, c'est bah, pour le premier, je dirais un peu moins de 6 jours, et pour la suite, bah, il faut rajouter 24 heures, quoi. Donc voilà, 24 heures ou un petit peu plus, quoi. Mais voilà. Moi, le seul truc que je pense, c'est que Charlie aujourd'hui sur Massif, il est dans une position où bateau va vite, il est dans un endroit où il y a du vent, même s'il est au près. En tout cas, il n'y a pas de gros risques devant lui, quoi. Voilà, il s'est pas mis dans une situation où Malicia aujourd'hui, il a encore l'axe de la dorsale à traverser. Les prochaines heures vont être dures, quoi. Hein. Donc, c'est sûr que quand on fait tourner les routages dans ce genre de trucs, en règle générale, ça se passe souvent pas trop mal. Dans la réalité, à un ou deux nœuds près, bah, tu peux t'arrêter et c'est compliqué, quoi. Hein. Je vois, il y a des routages là, il y a 4-5 nœuds, 4 nœuds 8 là pour Malicia. Si c'est 4 nœuds 8, ça va. Et même à 4 nœuds 8, ça commence à être compliqué, quoi. Mais si t'as 3 nœuds ou 2 nœuds, bah, c'est à rébuffé, quoi. Donc, Ouais, tant que la dorsale est pas passée, en fait, le routage, il est pas sûr. il peut devenir négatif. Voilà. Une fois qu'il sera au portant, que la pression va remonter, tout ça, bon, il aura mangé son pain noir, ça sera réglé, et puis il aura une idée de où il se situe par rapport à la flotte du sud, où c'est la flotte intermédiaire, mais tant qu'il est encore dans la molle au portant, là, voilà, là, c'est, même psychologiquement, ça doit être dur, parce que on voit le temps qui passe et les milles qui avancent pas, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Dans ces conditions, est-ce que, bon, en tout cas, ça va être passionnant à suivre jusqu'au début de semaine prochaine, mais est-ce que dans ces conditions, c'est difficile un petit peu ça va être difficile de tirer des enseignements de cette course en vue du Vendée Globe avec cette situation météo très atypique, Sébastien? Bah, on tire toujours dès qu'on, là, comme dit Pascal, on voit que Charlie, sur les deux courses, dès qu'il y a 15 nœuds, même 10 nœuds ou 11 entraînements, il a un bateau qui est facile, on va dire le médium faible à médium plus, il a clairement un petit plus. On voit que Malidia, il a aussi monté son niveau de jeu. Après, dans le paquet du Sud, on voit que c'est très groupé, hein, entre les Richaume, Bayou, Ruyan, Lulven. On voit il est toujours là. Donc, on voit que Samantha Davis. ouais, Sam qui fait une CIC super et qui, on voit que le bateau aussi, enfin voilà que Sam, là, il y a du haut niveau, il y a de l'élite, donc ils seront aussi là au Vendée Globe. C'est des marins qui ont de l'expérience, des équipes qui ont aussi de l'expérience, donc pour le Vendée, il va y avoir une très belle bataille. Après, on voit il y a des bateaux qui sont un peu plus typés, qui sont un peu plus à leur avantage dans le portant avec de la mer, mais qui sont un petit peu moins vite justement dans le médium petit temps ou dans les transitions
et c'est ça qui est intéressant. Il y a des partis pris, en fait, il y a des familles de design de bateaux, et ça c'est dessiné pour le Vendée Globe, mais on verra à la fin qui a eu raison, s'il fallait un bateau polyvalent pour traverser les mols, et encore, qui aura raison les conditions météo du Vendée Globe de cette année, parce que Ouais, ça, évidemment, ouais, voilà, on va ouais. dire, ah bah, il fallait un bateau de portant, ou fallait un bateau pour naviguer dans 19 vents, parce que finalement, la situation météo, elle est différente de ce qu'on a pu connaître, et ce qui est un peu le cas cette année, c'est que pour l'instant, les saisons sont pas en place comme d'habitude. Donc tout est ouvert et c'est passionnant à suivre. Je trouve qu'il y a une maturité qui arrive dans la flotte, à la fois technique. Alors les foils, il y a pas longtemps, où ils marchaient pas bien, ou quand ils marchaient bien, ils cassaient. Et là, je pense que ça s'est balayé aujourd'hui. Maintenant, il y a des foils qui fonctionnent au pré, au reaching, au portant. Un peu dans toutes les conditions. Les carènes qui vont avec aussi, elles ont évolué. Les marins, ils ont appris à s'en servir. Donc tout le niveau de jeu de tous les domaines est monté d'un cran, et ça va être ce Vendée Globe là. J'espère qu'il va être encore plus passionnant que le dernier, parce qu'il y a voilà, il y a de la fiabilité, il y a la manière d'utiliser les bateaux qui a progressé énormément aussi. Ouais, bien sûr. Pascal, tu vas continuer à travailler avec Charlie jusqu'au Vendée Globe ou j'imagine tu vas être aussi très occupé avec le projet Ultime SVR Lazartigue, mais est-ce que l'idée c'est de l'accompagner jusque-là? Bon, écoute, il y a un peu la réponse dans ta question, quoi. Voilà, donc je t'avoue, je sais pas trop, j'ai pas fait trop de plans sur la comète. Ce qui est sûr, c'est que jusqu'au départ de la Transat CIC, là, je pense qu'on a bien bossé dans le peu de temps qui nous était imparti, quoi. Si j'ai l'opportunité de continuer à travailler, c'est sûr que ça va se faire, mais il va falloir être bon pour, je peux pas pour être sur les deux bateaux en même temps, quoi. Donc voilà. Et puis c'est vrai que là les bateaux vont rentrer, il va sûrement y avoir du chantier derrière, et ça va se retrouver un peu en même temps. Donc on va voir, on va faire au mieux, quoi. Après l'avantage c'est que tout ça se passe chez Merconcept, hein, et que c'est facile de jumper d'un bateau à un autre, et de s'organiser avec des gens qui travaillent au même endroit, quoi. Passons maintenant à votre actualité. On va commencer avec toi, Sébastien, parce qu'elle est brûlante, sans jeu de mots, puisque tu vas t'élancer de Brest vendredi sur l'Ultime Banque Populaire 11, aux côtés d'Armel Lecléache, pour emmener, à l'occasion de ce qui a été baptisé le relais des océans, la flamme olympique en Martinique, avec un équipage de personnalités composé de la triple championne olympique d'athlétisme Marie-Josée Pérec, du cuisinier Hugo Rollinger, de l'acteur de théâtre et de cinéma Alexis Michalik et d'une jeune femme médecin, Marine L'Orphelin. C'est une sacrée pression, non, d'emmener la flamme olympique de l'autre côté de l'Atlantique? Ouais, bah, c'est une responsabilité. C'est vrai que de l'avoir pendant 7 jours, normalement, il y a les gardiens de la flamme qui l'accompagnent au quotidien, qui veillent sur les torches, sur les lanternes, en tout cas qui les entretiennent, qui les remplissent, qui changent les mèches et tout ça. Donc nous on va l'avoir à côté de nous. Alors elle va pas être loin, elle va être à 1 mètre de la banette. Mais oui, on a ça, on a ça en plus à gérer à bord, et puis nos invités aussi qui sont novices de la course au large. Donc ils sont venus la semaine dernière faire un petit galop d'essai. Ils sont tous sortis avec le sourire. Ils n'ont pas été malades, donc c'est plutôt positif pour la suite. Et ils savent quand même que ça sera différent au large, et donc ils se préparent à vivre une aventure. Pas forcément, ils savent qu'il y aura forcément un petit peu il y a de l'appréhension, du mal de mer, mais en tout cas ils sont prêts. Ouais, mais raconte-moi comment vous avez préparé cette traversée. Tu disais ils sont juste venus quelques heures sur le bateau, ils ont pas fait plus? Ils sont venus 2 jours, et on a passé une après-midi sur le bateau. Alors c'était vraiment pour leur montrer déjà l'habitacle, les bannettes, les toilettes, le pont, l'appui, le potentiel de vitesse du bateau aussi. On a fait des jolis points cette journée-là, et le lendemain on a fait un petit stage, un mini stage, un condensé de stage ISAF. Donc on est allé avec Manu Guédon, la CEPIM, faire une petite formation, mettre une TPS, aller dans un radeau de survie, nager en groupe, voilà, histoire de leur montrer qu'il y a aussi
il peut y avoir des moments à gérer différents et que bah voilà qu'ils aient ça dans un coin de la tête en sachant que ça n'arrivera pas, c'est ce qu'on leur disait à chaque fois. Mais c'est bien de l'avoir fait une fois. En naviguant, vous êtes juste à Armel et toi, hein? Oui, Armel et moi, et aussi on oublie Tanguy Conque, qui est le médiaman, donc Ah, le fameux le fils de Tanguy Conk. Pascal, donc qui Ouais. est quand même quelqu'un sur qui on peut compter, qui est voilà, qui est un très bon marin, et alors qui est très discret parce qu'il va être derrière sa caméra, mais il fait partie de l'équipage, donc on est sept à bord du bateau. D'accord. Et comment vous entretenez la flamme? Comment ça se passe? Il faut l'entretenir ou elle s'auto-entretient toute seule? Comment Ah ça non, 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 il se faut l'entretenir parce que ça reste, c'est une lanterne de minier hein, en cuivre, donc il y a un petit réservoir de quelques millilitres avec une autonomie de entre 8 et 11 heures selon l'intensité de la flamme. Donc bah, quand le bateau bouge beaucoup, il faut que l'intensité, enfin la flamme soit plus forte pour résister au mouvement du bateau. Quand c'est un peu plus stable, on peut jouer pour allonger l'autonomie à descendre un peu son intensité. Et donc toutes les 8 heures, on a une petite burette de paraffine pour re-remplir le réservoir. Donc avec Armel, on va se relayer là-dessus selon nos quarts et au cas où on a un backup, on en a une deuxième à l'intérieur du bateau, un peu comme le Belen, voilà D'accord, ouais. qui elle rangée plus vers l'intérieur du bateau. D'accord. Et vous avez une escorte? J'imagine que c'est la flamme olympique. On le voit bien sur toutes les images du relais de la flamme. Il y a toujours un impressionnant dispositif de sécurité qui l'entoure. Est-ce que vous aurez une escorte militaire ou autre qui va vous accompagner? Alors non, justement, on peut en faire ce qu'on veut. Vous pouvez partir avec. On peut faire voilà, ouais, on pourrait partir avec. Après, on a quand même un timing. Il faut qu'on arrive le 15 à 7h15 en Guadeloupe. Donc il va falloir aller assez vite. Mais c'est vrai qu'il y a tout un processus de sécurité à la fois pour le bateau, à la fois pour la flamme. C'est très contrôlé, très surveillé. Et oui, il y a quand même des militaires qui viennent pour, euh, pour, pour vérifier que le bateau a pas de soucis ou personne n'est venu saboter le bateau et il y aura un suivi, mais certainement décalé. En tout cas, les positions sont certainement décalées par rapport à notre position réelle. Donc il y a tout un environnement autour de cette flamme pour la sécuriser, avec des choses des fois qu'on n'imaginait pas. Mais voilà, c'est très important de garder cette flamme, ce feu sacré comme on l'appelle, le plus longtemps possible. Ouais, les temps pas, Jojo, hein. Non, je m'amuserai pas. 8 jours pour faire la traversée, ça veut dire qu'il faut quand même pas mollir, quoi. Vous auriez pu, compte tenu de l'équipage qui est avec vous, jouer un petit peu conservateur dans la façon de naviguer. Il va pas falloir trop mollir. Ah non, non, bah là, 8 jours, non, on va partir assez, pas à fond, mais en tout cas, on va, on va faire des routages, on va optimiser les trajectoires, on va essayer d'éviter d'aller dans 35 nœuds, mais on va essayer de faire la route la plus optimum possible, gagner le plus de temps possible sur les 4 ou 5 premiers jours pour justement pouvoir se relâcher sur la fin, si c'est possible, parce que ça se trouve le timing fera qu'il faudra être à fond du début à la fin. Mais les invités sont prévenus, hein, voilà, et rien n'a été modifié sur le bateau en termes de confort. C'est vraiment comme si on partait faire le trophée Jules Verne. C'est les mêmes bannettes, la même cuisine, le même toilette. Il y a une petite touche pour l'intimité qui a été rajoutée, mais sinon le bateau est vraiment dans sa configuration équipage, on va dire pur et dur. Bon, et vous avez un bon cuisinier à bord. On a un bon cuisinier, mais alors il vient pas pour ça, et je crois je crois même que je pense il trouve ça un peu désagréable Qu'on lui qu'on lui rappelle demande ça. voilà, de se mettre à la tambouille. Lui, il est vraiment passionné. Hugo Orlinger est passionné par le large, par la course au large. Il est officier de la marine marchande. On Ah, lui a déjà d'accord, ouais. donné la barre. Il était à 42, 44 nœuds. Il y avait pas il y avait rien qui vacillait, hein. Si on lui disait pas stop, il continuait. Donc voilà, il est là pour vraiment avoir des sensations et apprendre et puis voilà, apprendre à barrer, à utiliser ce bateau le plus possible. On voit
il est vraiment à fond pour profiter de l'expérience, quoi. Pascal, pas de flamme pour toi, mais en tout cas peut-être de la flamme toujours intacte pour le circuit Figaro, puisque tu as accompagné, donc, comme je le disais en introduction, Gaston Morvan sur le trophée Banque Populaire Grand Ouest. Tu as l'impression que tu restes toujours aussi attaché à ce circuit. On te passe un coup de fil, Pascal vient naviguer avec moi et tu dis oui. Oui, bon déjà j'aime bien naviguer avec Gaston. Tout ça, c'est un peu la même équipe Crédit Mutuel de Bretagne, là, avec le pôle. Donc il y avait Tom avant, maintenant il y a Gaston. Il y a 2 ans, j'avais fait cette course aussi avec Gaston. Bah, moi, de temps en temps, ça me fait plaisir d'aller faire un petit peu de Figaro. Déjà parce que c'est super sympa. Parce que tous ces jeunes, bah, je suis obligé de dire parce qu'ils sont un peu plus jeunes que moi, donc je suis obligé de dire que c'est jeune. Et bah, ils sont talentueux, ils sont pros, et c'est un plaisir de régater dans la série Figaro Beneteau. Et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette épreuve. Et c'était le cas aussi il y a 2 ans, parce que j'ai pas fait de Figaro depuis 2 ans, hein, donc ça fait un peu bizarre de se pointer comme ça et de faire du Figaro et de se dire je vais être à la ramasse complète, quoi. Donc c'était sympa. Je sais pas, on a fait 5 jours ou 5 nuits, je sais 4 plus. jours et 18 heures Enfin, je sais plus. ouais. 4 jours et 18 heures. Bon, ben voilà. Et le parcours, il est top. Voilà, à bloc dans les cailloux. Du courant, enfin bon voilà, c'est franchement c'est super sympa. On a eu même un petit peu de vent en arrivant dans le nord de l'île de Ré là, donc t'as un passage top là sous le pont de l'île de Ré. J'en garde un très très bon souvenir. Voilà, ça fight tout le temps quoi, et c'est génial. Et puis ce qu'il y a de sympa aussi, c'est que c'est sympa. Franchement, ils sont tous pros, ils se chamaillent tous, mais je trouve qu'il y a une très très bonne ambiance dans cette classe, et ça fait plaisir à voir et à partager occasionnellement ça avec eux, c'est rafraîchissant. Ouais, ouais. Ça a été une sacrée bataille hein, sur ce trophée Banque Populaire Grand Ouest parce que je crois que vous terminez cinquième à moins de 9 minutes des premiers Elodie Bonafous et Corentin Auro. Ça s'est joué un peu partout. Est-ce qu'il y a un moment où vous auriez pu viser la victoire? Raconte-nous un peu. Bon, écoute, on est plutôt bien parti parce qu'on était en tête jusqu'à Ouessant. À Ouessant, on a un peu merdouillé avec le renverse de courant, et après, on n'était pas très très loin, mais on est revenu dans le match près de Chausey là, et là par contre on s'est mis dans un casier qui nous a fait perdre pas mal de temps. On avait un casier dans la quille, donc je me suis même dit à un moment donné on va jamais s'en sortir. Bon bref, on est arrivé à se barrer de là. On était pas mal, on est revenu dans le groupe des 2, 3, 4 là, sous le pont des Îles de Ré. Il y avait juste Elodie qui avait un petit 1000 ou 0,5 000 ou je sais plus combien d'avance. Et le bord de près, voilà, ça a été au forceps, et puis voilà, mais ça se joue à pas grand chose. Hein. La 4e place, elle est à 2 longueurs. Espoir, Crédit Mut Espoir qui fait 3, il était 7e quelques heures avant l'arrivée. Il faut un grand coup, il joue un bon coup, un peu dans un coin, mais qui était le bon côté quoi. Donc c'était le côté que nous on préservait par rapport à la flotte, mais on l'a pas vu. On l'a pas vu. Quand on l'a vu, c'était trop tard, il était devant. Et voilà, donc c'est sûr que bon, honnêtement, on se battait pour la 3e place. Après, Elodie, elle a pas. Franchement, ils ont super bien navigué, quoi. Ils ont été vite, ils ont pas fait d'erreur. C'est dur c'était dur là vraiment de revenir en tant que leader parce que personne fait d'erreur, tout le monde va très vite, et donc c'est de tous les instants quoi. Il faut être dessus tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ça c'était vraiment super sympa. Et de partager ça avec Gaston aussi, c'était super sympa. Et voilà.
puis c'est bien de temps en temps de naviguer avec lui. C'est un garçon que j'apprécie, qui a plein de qualités et que je suis, et à mon avis, qui a vraiment le niveau pour performer au plus haut niveau cette année sur la solitaire, quoi. Bon, eh ben, on verra bien. Seb, tu es toi aussi passé par la Caisse Figaro, hein, vainqueur du Challenge Espoir Crédit Agricole en 97. Est-ce que des petites piges en Figaro comme ça te tenterait aussi, comme Pascal? Ah bah moi j'ai lâché. Alors moi j'en ai pas fait depuis plus longtemps que 2 ans, donc je suis un peu largué. Je suis un peu clairement largué par rapport à. Je suis allé faire deux trois navigations comme ça, mais je suis largué par rapport au niveau des jeunes. Par contre on les regarde. Moi on navigue pas mal avec Corentin Auro sur l'ultime, donc on voit. Enfin on se revoit il y a 15 ans. Et on voit c'est une bande de copains, les mecs qui sont super appliqués. Voilà, mais aujourd'hui, quand Pascal a pris le départ de la course, je lui ai dit, est-ce bien raisonnable? Juste pour et et voilà. Donc je crois qu'il faut. C'est super de suivre de l'extérieur. Après, après non. Moi pour l'instant, j'ai pas. Enfin, je préfère regarder ça de l'extérieur maintenant que de ressortir tout cassé. Bon, et les anciens se défendent bien, hein, parce que Pascal, tu as terminé cinquième, et sur la troisième marche du podium, il y avait Yann Elias. On va parler maintenant pour finir d'ultime, hein, parce que vous allez faire pas mal d'ultimes l'un comme l'autre jusqu'à la fin de l'année et l'hiver prochain aussi. Sébastien, est-ce que tu peux nous dire quel va être le programme après votre passage aux Antilles? Est-ce que vous faites le convoyage retour, et quel est un peu le plan pour à dérouler jusqu'à la fin de l'année pour avec l'équipe Banque Populaire. Voilà, en vue du Verne. Bon, on va encore beaucoup naviguer, donc il y a le retour en équipage de course, donc avec Corentin Auro, il y a Quentin Pourroy, il y a Morgan Lagravière aussi qui fait partie de l'équipage. Ensuite, on va déposer le bateau au Vieux-Port à Marseille pour toute la période des Jeux Olympiques, donc fin juillet, début août. Là, retour à Lorient, fin août. On a donc les 24 heures ultimes, donc là, ça sera la première course de la saison pour tous les ultimes. Et ensuite, fin septembre, il y a la Lorient-Antibes, donc qui part et pareil, qui sera avec tous les bateaux. D'accord. Et après, préparation du trophée Jules Verne, j'imagine. Même Et si c'est après, fait. on sait pas encore comment le programme va s'articuler. Bon, eh ben, on en reparlera. Pascal, en revanche, on sait qu'il y aura un trophée Jules Verne puisque l'équipage de SVR Lazartigue a récemment été annoncé. Je rappelle Tom Laperche, François Gabard, Pascal Bidégory, Amélie Grassi et deux membres de l'équipe SVR Lazartigue, Antoine Gauthier et Emilien Lavigne. Quel va être le programme de préparation de ce trophée Jules Verne pour vous? Bah, nous, cet été, le bateau il est encore en réparation, donc on va attendre impatiemment, mais il faut que le travail se fasse bien, donc il faut être patient aussi. Et bah, j'espère qu'on naviguera au courant du mois d'août le plus rapidement possible. Voilà, et puis après le programme, c'est ce qu'a dit Jojo, hein, les 24 heures à Lorient, la course qui nous amène à Antibes, un convoyage retour en entraînement et un stand-by qu'on mettra en route le plus rapidement possible, quoi, ou un petit peu avant ou fin octobre ou début novembre, quelque chose comme ça, quoi. Mais en gros, dès qu'on pourra, dès qu'on sera prêt, on se mettra en stand-by, quoi. D'accord. Il y a, j'imagine déjà pas mal d'automatismes au sein de l'équipage. Tu les connais tous, tu les connais tous bien, peut-être un peu moins Amélie. Oui, oui, non. Bah Amélie, ouais, c'est sûr que on la connaît un peu moins. Moi, Amélie, je l'avais rencontrée quand il y a eu le début du Figaro, je sais plus, il y a quelques années là. On avait fait une course en double. Et elle naviguait avec Loïc à l'époque. Et comme on passait pas mal de temps avec Arthur, Loïc et Arthur Levaillant, et avec qui je naviguais en double, et Loïc et Amélie, C'était donc sur je la l'avais Sardinia Cup, rencontrée. je Donc précise, avec Loïc Perron. Ouais. sur la Sardinia Club, ouais. Et voilà, ouais, donc j'avais pu faire sa connaissance, voilà, pas maritimement, mais du moins partager un peu de temps avec elle. Ouais, bon, c'est une fille charmante qui est vraiment très compétente avec une belle niaque, donc ça fait plaisir à voir et ça fait plaisir à partager. Donc ouais, je suis ravi. Et puis pour le reste de l'équipage.
Bah, j'ai quand même fait la Transat Jacques Vabre et François en 2000, que Ouais, je dise pas de bêtises, en 2015. vous l'aviez gagné. Et depuis, je crois que j'ai toujours navigué un peu avec l'équipe, que ça soit sur M100 avec Massif et puis SVR aussi. Donc voilà, on va dire que c'est dans la continuité. Oui, c'est sûr qu'on se connaît bien humainement. Ça, je pense que ça fait partie de nos points forts. Et on apprécie tous de passer du temps ensemble et sur l'eau et à terre et à travailler. Donc ça c'est vraiment au quotidien super satisfaisant quoi. Ouais, Seb, toi, l'équipage de Banque Populaire, il y a un noyau dur qui est en train de se former, où il a évolué. Tu parlais de Morgan, Corentin Rose, il y a un peu de renouvellement. Ah bah clairement, hein, on me disait Pascal, il y a toute une nouvelle génération qui arrive, qui sont appliqués, qui sont bons, qui ont la niaque, qui ont un super état d'esprit, qui sont voilà, qui méritent d'être embarqués. Et c'est bien qu'il y ait des passerelles justement qui soient faites, parce qu'entre le Figaro aujourd'hui et l'ultime, bah, les places sont chères. Hein. Sur un ultime, on navigue à 6, donc dès qu'on peut faire rentrer du sang frais, il faut le faire. Donc c'est pour ça que cet équipage, il se renouvelle en tout cas doucement, et c'est important pour la suite, parce que l'expérience du multicoque aujourd'hui est pas super accessible. C'est où on fait du dériveur ou du mot ou voilà les petits engins volants où la marche elle est quand même assez monstrueuse. Donc bah voilà, et les navigations en ultime elles sont quand même assez rares. Donc dès qu'on peut faire naviguer ces jeunes-là, bah il faut pas s'en priver. Et on apprend aussi beaucoup, justement de par leur fraîcheur. Parce que nous, voilà, on a notre manière de penser, mais voilà, même dans leurs histoires, leur manière d'être à bord, leur physique et tout ça, c'est enrichissant. Ouais. Au regard du programme que tu as détaillé tout à l'heure, finalement, le Maxi Banque Populaire 11 aura eu peu de cases chantier cette année. Ça veut dire il va y avoir très peu d'optimisation sur l'année. C'est ça, le bateau est rentré de l'Arkea Ultimate Challenge, donc ben, dans l'état qu'on le connaît. Il a eu son chantier il y a eu il n'y a pas eu d'optimisation, il y a eu que de la réparation et de la fiabilisation des systèmes. Et voilà, les optimisations, ben, il va falloir attendre encore un petit peu pour qu'elles prennent forme. Mais donc, mais déjà, de garder un bateau en bon état sur une transat, où là, on a vu aussi qu'ils arrivaient quand même à faire le tour du monde voilà, de manière assez rapide. Donc, ça va. Je pense que les matchs sur les courses, les formats un peu plus courts vont devenir de plus en plus intéressants. Un peu comme ce que je disais en IMOCA, c'est qu'on apprend des années passées et on navigue de plus en plus fort avec les bateaux et ils sont de plus en plus fiables. Donc là, en équipage, ça peut être sympa, surtout avec le parcours qui passe par la Méditerranée, Gibraltar, tout ça, où il y a toujours plein de petits coups météo à faire. Ça peut être, voilà, peut y avoir du rebondissement. Ça c'est, bah, on a hâte peut-être au mois de septembre. Ouais. Un petit mot sur le trophée Jules Verne Pascal et le fameux record qui tient maintenant depuis janvier 2017, 40 jours, 23 heures, 30 minutes par le trimaran Idexport mené par Francis Joyon et son équipage. Au regard par exemple, de ce qui s'est passé cette année sur l'Arkea Ultime Challenge Brest, est-ce que finalement le premier défi sur ces trimarans ultimes, c'est de terminer un tour du monde sans avarie majeure, sans rien toucher? C'est vraiment le challenge. J'ai l'impression que c'est presque plus ça le challenge que d'abord d'avoir la performance. Bah, c'est compliqué hein, de vouloir faire des plans sur la comète quand tu pars sur des challenges comme ça. Si c'était simple, ce record, il aurait pu être battu. Maintenant, quand on regarde tous les tronçons qu'a fait Idexport, il y a vraiment pas grand-chose à jeter, quoi. Il y a rien à jeter. Donc, ça veut dire qu'il faut que tout soit parfait. Et dans la gestion du bateau, et bien sûr, des chocs qu'on peut avoir en mer, bon, ça c'est plus qu'une évidence. Donc ça, il faut de la réussite. Il n'y a pas, voilà, il y a pas de secret. Je pense que Tom et Charlie sont passés au même endroit. Charlie, il a rien touché et Tom, il a touché quelque chose. Voilà, donc il faut de la réussite dans ce genre de projet, ça c'est certain, et que ça soit dans tout ce qui peut se passer avec le bateau techniquement
et en termes d'avarie, et puis aussi en termes de météo. Voilà, quand on voit la fenêtre météo du départ de l'Arkea, je pense pas que beaucoup de gens s'imaginaient d'être dans les temps Ouais. du record Mhm. Bonne Espérance, et je pense que dans un autre contexte, Gitana aurait été capable en équipage peut-être de passer dans les temps du record, voire peut-être tout petit peu en avance au Cap Horn, quoi. Donc voilà, donc il faut prendre. Le problème de ce genre de truc, c'est qu'à un moment donné, il faut être hyper. Voilà, il faut essayer, il faut prendre ce qu'il y a. Il faut éviter de se prendre trop la tête, je pense. Et parce que je suis passé par là. Et puis voilà, donc on essaiera de tenter, quitte à revenir. Enfin bon, bref, on est assez ouvert par rapport à ça, et en sachant que voilà, un record comme ça, c'est au jour le jour que ça se construit. Il faut pas faire de trop gros plans sur la comète, et puis à un moment donné, par rapport à ce qu'on peut taper dans l'eau, là, il y a un moment donné, il faut un peu croiser les doigts et avoir un peu de réussite. Il y a malheureusement pas beaucoup d'autres choses à faire à l'heure actuelle, quoi. Ouais, ouais. Seb, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, bah, en fait le potentiel des bateaux aujourd'hui, on sait bien que un ultime ça va 10-12 nœuds plus vite que le bateau de Francis à l'époque, en tout cas au pré. Et aussi ça peut tenir des moyennes dans 15 nœuds de vent qui sont assez incroyables, alors que le bateau de Francis avait pas cette capacité, en tout cas à aller vite dans le petit temps médium. Donc le record en termes de météo, comme dit Pascal, la fenêtre de l'Arkea était pas une fenêtre de Jules Verne, et pourtant les temps étaient au rendez-vous, les temps de référence étaient au rendez-vous. Donc voilà. Après, pour ce qui est des impacts, il y a quand même on commence à identifier quand même des zones où il y a des passages de mammifères ou des courants, et ça, on est plus en plus impliqué là-dedans pour pas pour rapprocher des remontées de fond et compagnie. On apprend aussi de ce qui se passe sous l'eau, un peu ce que faisait Pierre Lanier il y a quelques années, mais voilà, il y a encore de l'incertitude, mais en tout cas ça progresse, et tant qu'on tente pas, on verra pas si c'est possible. C'est plutôt top. Après, voilà, les bateaux, ils ont un tel potentiel qu'aujourd'hui, si tout s'aligne et si tous les jours se passent bien, comme dit Pascal, il n'y a pas de raison que ce record ne tombe pas dans les prochaines années. Ouais. Et on va peut-être être un petit peu en mode presque The Race, hein, parce que même si tu l'as dit, c'est pas encore officiel pour Banque Populaire, mais ça l'est pour SVR Lazartigue. Sodebo Ultime 3 a aussi l'intention de s'attaquer à ce record. Gitana également. Bon, compte tenu des infos météo que vous avez tous et des performances finalement assez similaires des bateaux, et il y a de fortes chances que tout le monde s'élance en même temps. Est-ce que ça risque pas de polluer un petit peu quelque part cette tentative dans la tête, Pascal? Polluer, non. Ça peut rajouter un peu de piment, et pour nous en tant que compétiteurs, et puis à suivre aussi sûrement, quoi. Donc je, je vois ça de manière plutôt positive, quoi. Voilà, c'est sympa de faire un record, mais c'est sympa aussi quand on n'est pas tout seul, quoi. Moi, j'ai souvenir du record de l'Atlantique en 2009, là. Je parle comme un Qui vieux, tient toujours, hein, trois vieux, jours ouais, 15, ça fait quand 3 même. jours Oui, 15 heures. Hein. ouais, qui tient toujours, hein, mais c'était super sympa de faire ça de concert à l'époque avec Groupama aussi. Et à un moment donné, de se tirer la bourre comme en course, quoi. Donc voilà. Donc moi, je vois ça plutôt de manière vraiment très positive, et ça peut être que un petit peu plus excitant que de juste regarder la montre et de se dire on a 400 000 d'avance, mais on va les perdre, etc., etc. Voilà, indépendamment du record, ça va permettre aussi d'élever le niveau d'utilisation des bateaux au quotidien, et ça sera encore plus excitant, quoi.
Bon, je confirme que du point de vue des observateurs que nous sommes, ça sera forcément très très intéressant à suivre. Pour finir, une petite projection au-delà de cet hiver 2024-2025 pour tous les deux. Sébastien, pour toi, est-ce que tu as de la visibilité sur 2025? C'est toujours auprès d'Armel en ultime. Est-ce que vous allez défendre votre titre sur la Jacques Vabre ou est-ce qu'il y a d'autres choses prévues pour toi? Non, t'as tout dit. J'ai tout dit. Non, non, C'est parfait. c'est continuer. C'est vrai que quand on est dans des équipes comme ça, là, voilà, il y a du développement avec Armel. On est bien complémentaires, donc on continue sur la lancée pour 2025. Et toi, Pascal, même chose ou est-ce que toi, il va y avoir, comme tu es dans l'équipe Merconcept, il y a le projet SVR, il y a aussi bien évidemment l'IMOCA de Charlie avec The Ocean Race Europe au programme, là, Jacques Vabre. Est-ce que tu as déjà les plans bien en tête de ce que tu vas faire en 2025? Du tout. Du tout. Comme tu le dis souvent, tu ne fais pas de plan sur la comète. Ouais, non, mais je sais pas du tout. On verra. J'ai même pas pensé à ça. Bon, eh ben c'est bien. Eh ben très bien. Ben messieurs, merci beaucoup pour vos lumières sur la Transat New York-Vendée qui donc se terminera en début de semaine prochaine et pour avoir parlé de vos projets respectifs. On te souhaite, Sébastien, une bonne traversée. Tu vas pouvoir parler JO de Barcelone, d'Atlanta avec Marie-Josée Pérec. Joe. Et d'autres sujets avec tes prestigieux invités. On te souhaite une bonne traversée, un bon relais des océans jusqu'aux Antilles. Pascal, je sais pas quelles sont tes prochaines navigations, s'il y en aura d'ici août, mais bonne continuation pour toi. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, mardi prochain, pour un 168e épisode de Pause Report. Bonne journée à tous les deux et à tous. Eh ben merci, bonne journée. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!